Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! En direct de Rimouski, Québec, ça fait présentement plus de 14 heures qu'on travaille en continu sur ce podcast. Marie, on est rendu à quel épisode, là? 38, 39? 43? Ça fait 43, ça veut dire que ça va faire bientôt comme 3 ans et demi. Ça va vite. 4 ans peut-être, mais on t'a vu vieillir à l'écran. Ouais, puis grossir. Ben non, juste dit ça de même. C'est pas grave, là, t'es tellement jolie qu'on regarde pas ça. Oh, merci. Marie, il s'est passé plein de choses, mais moi, je contrôle, je suis l'animateur, fait que je lance tout de suite mon premier sujet. Vas-y. Ma bonne amie Tamara Thibault l'a emporté au premier round contre Sonia Drilling. Pour la deuxième fois, Drilling abandonne dans son coin au Canada en disant « Ouais, la dernière fois, elle a dit ça fait mal. » Là, cette fois-ci, elle a dit « ça fait mal, puis ça va vite. » Elle a rajouté le reste de la phrase. Je ne veux pas mettre de l'huile sur la marmite chaude, mais la dernière fois que Sonia Drilling est venue au Canada, le combat suivant, c'était pas un championnat du monde. Là, moi, j'ai fait une prédiction sur mon podcast, je t'ai fait à toi. Ouh. On est en mars, Jake Paul a les poches pleines, puis Tamara Thibault est déjà 4e, je pense, sur BoxRec. Ma prédiction, juin, championnat du monde, décembre, championnat unifié. Tamara Thibault a plus d'une ceinture sous l'arbre de Noël. T'es ambitieux. T'es très ambitieux. Je pense que ça se passera pas comme ça, mais peut-être proche quand même. T'as pas tort de dire que ça va aller vite pour Tamara parce que, de un, il n'y a pas beaucoup d'adversaires disponibles dans sa catégorie. Donc, tu peux monter très vite dans les ratings des associations, des organismes de sanctions. Puis aussi, elle a les moyens, du côté de Jake Paul, ils ont les moyens chez MVP de l'amener sur des gros titres rapidement. Ça fait toute la différence. Quand tu es chez un plus petit promoteur, parfois, tu te dis, je vais te monter jusqu'à temps que quelqu'un te fasse une offre. Eux, ils n'auront pas besoin, ils vont pouvoir simplement faire les offres qu'ils veulent, à qui ils veulent, puis on va voir que, ça va négocier, là. Ils ont vraiment choisi une fille, à part ça, qui est intéressante. Je ne sais pas si tu as trouvé que Tamara a eu une belle Fight Week. Moi, j'ai aimé sa Fight Week. J'ai trouvé qu'elle commençait déjà à être pas mal plus à l'aise qu'à sa première Fight Week. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Moi, je l'ai rencontré une fois, puis là, j'ai fait comme Tamara Thibault. Puis là, j'ai dit dans l'oreille, oublie pas, quand tu vas signer, c'est 1 million de bonus de signature, puis c'est toi l'avenir de la boxe au Québec. Là, j'avais beurré. Mais moi, je pense qu'elle a le charisme pour aller loin aussi, que maintenant, c'est du sport-spectacle. On cherche aussi des personnalités, on cherche le package deal. Je pense qu'elle a le gabarit, la boxe. Mais là, il y a une affaire que je veux te poser comme question. Est-ce qu'on a vu assez de Tamara Thibault ou est-ce que le niveau d'adversité est assez élevé pour répondre à ma phrase suivante? Moi, je te dis ce que j'en pense. Après, je veux savoir ce que toi, t'en penses. Moi, j'avais l'impression que Tamara Thibault, par son style chez les amateurs, ça allait prendre un certain temps avant de faire le switch chez les pros. Puis là, on dirait qu'elle est née là-dedans, puis qu'elle a été pro toute sa vie, puis
elle n'a pas cette période tampon. Tu sais, comme là, exemple, Caroline Vert a vraiment boxé un vrai combat pro où elle était méchante et La hargneuse. période tampon Mais, était plus mais longue, on comme dirait que certaines. Tamara, est-ce qu'elle n'a pas eu ou est-ce qu'on n'a pas encore assez de stock pour travailler puis penser à ça? Il faut faire attention avec Tamara parce qu'on peut l'amener super vite, comme ils ont fait avec Sarah Bailey, mais c'est à double tranchant. C'est quand même différent la boxe pro, puis le type d'adversité qu'elle a eu, oui, c'est vrai que Natasha Spence, c'était intéressant pour commencer, pour ses débuts pro, mais ça reste que Natasha Spence n'est pas dans son prime. Puis Sonia Drilling est totalement pas dans son prime non plus, Oui, on l'a vu. tu as raison, mais j'avais oublié de le dire pour les gens à la maison. Sonia Drilling, ça a été la dernière adversaire, je pense, avant que Spencer soit en championnat du monde, mais aussi avant qu'Oshie Jones soit en championnat, puis elle a quand même fait 5 rounds avec Drilling. Fait que là, nous, on a eu la version édulcorée de Drilling contre Oshie Spencer, mais elle n'a pas Jones été a contre Oshie affronté Jones. 2 fois Sonia Drilling. Elle l'a C'est affronté ça, pour ses débuts pro aussi. Mais c'était correct, là. moi, je trouve. Bon, il ne faut pas trop critiquer parce que le nombre de filles Non. disponibles pour se battre aux États-Unis, il ne faut pas oublier qu'au Canada, États-Unis, ça prend des visas pour rentrer. C'est pas simple d'organiser des combats rapidement puis d'amener. Faut que ça. Là, on s'entend qu'on est dans du 4 puis du 6 rounds. C'est coûteux faire des combats. Finis ta phrase, mais on était dans le 3 minutes quand même. Oui, mais ça reste du 6 rounds. Fait que mettons qu'elle est payée au round, tu payes l'adversaire au round, plus un bonus. Ça devient coûteux de payer des visas en fast track là, pour amener des filles. Fait que tu prends ce qui est disponible quand tu es dans le 4 puis le 6 rounds. Puis quand tu arrives à du 8, là, tu commences à investir un petit peu plus. Là, tu es capable de dire, OK, on va être patient, on va aller chercher une fille qui a un visa. Ouais, parce que, Marie, moi tu as raison, là, dans un monde idéal, mais ça va tellement vite en boxe féminine puis dans ces divisions-là que souvent, dans le passé, 2 fois, Sonia Drilling, c'est l'étape avant le championnat du monde parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, je te dis, je prétends qu'on peut être surpris puis que le prochain combat, c'est direct un championnat du monde. Moi, je laisserai plus de temps à Tam. Je vais te dire à peu près ce que je pense qui va arriver. OK? Tam va être en sous-carte de Taylor Serrano 3, à mon avis, au mois de juillet. Parce que c'est une carte 100% féminine. Donc, moi, je suppose qu'elle va être là parce qu'MVP va mettre ses filles signées. Ils ont signé Nathalie Dove, il y a Amanda Serrano, Shadowsia Green, puis Tam. Donc, ces filles-là, selon moi, vont avoir un spot sécurisé sur la carte d'MVP. Ah, ouais. Donc, je pense pas qu'elle va aller tout de suite en championnat du monde, mais elle pourrait peut-être faire un 6 rounds x 3 ou un 8 rounds x 2 ou un 8 rounds x 3. On va voir. Moi, je lui amènerais une bonne adversaire plus durable parce que là, on veut quand même qu'elle fasse des rounds. Ça commence à être différent. Quand tu arrives à du 8 rounds x 3, c'est plus comme du 3 rounds x 3 aux amateurs. Là. Il va falloir qu'elle travaille là-dessus. Ça va prendre un bon matchmaker parce qu'il n'y a pas, moi, mon point, c'est qu'il n'y a pas tant de noms puis il n'y a pas tant de disponibilité entre Drilling puis les championnes. Tu sais, elle est déjà 4e. Il y a quelques noms intéressants des 154 livres qui pourraient monter, qui sont capables de faire du 160. Ouais. On l'explorera peut-être un petit peu plus tard quand ce combat-là sera annoncé, parce que je suis sûre qu'elle va être sa carte, là, je te le dis tout de suite. Non, mais sûr et certain. Parce qu'une carte 100% féminine, ils vont mettre leurs filles en premier, puis ils vont donner des spots à d'autres opportunités après. Là. On ne se comptera pas de mensonges. Ils font une carte de 8 combats. Tu en as 4 déjà, je te le dis, qui sont pris avec ces filles-là. Nathalie Dove, comme je disais, Tamara, Shadowsia Green, Amanda Serrano contre Taylor, qui est la carte principale. Alors, on va voir ce qui va arriver. Moi, c'est comme ça que je vois la chose, mais je voudrais quand même voir un petit peu plus de Tam avant qu'on l'envoie dans la gueule du loup, parce que le danger, c'est qu'une fois que tu as le titre, là, il faut que tu défendes contre des adversaires un petit peu plus top-notch. Puis si tu n'as pas assez fait de ronde... Jamais 2. Je vais même te faire une autre prédiction. Vas-y. Jamais 203. Clarissa Shields l'année prochaine. J'aimerais ça voir Tamara contre Clarissa Shields. À 160 livres, c'est tout à fait bien. Clarissa Shields est jeune, puis elle a toujours besoin de 109 pour être capable de continuer sa carrière. Puis là, Tamara, la manière que... Moi, je te dis, moi, je suis très impressionné. Moi, je suis certain qu'elle finit avec 2 ceintures à Noël minimum, puis qu'on embarque dans ces histoires-là. Mais en boxe féminine, l'erreur que... pas toi, mais l'erreur que les gens font, c'est de penser que
c'est comme en boxe pro, c'est à 24, 25 en boxe masculine, 24 ou 25 Mieux, combats. on Oubliez n'est pas ça. là. À Non, non. 8 ou 9, c'est 8 ou 9 maximum Je vais pour t'amener un Tamara. commentaire aussi. Je ne sais pas si tu as remarqué. On va Commentaire. parler d'MVP, son promoteur, OK? Ça paraît que Jake Paul et compagnie, ils viennent des médias sociaux. Ils ont été bâtis des médias sociaux. Je trouve que leur manière de gérer les Fight Week, les semaines de combat, c'est beaucoup plus moderne que d'autres promoteurs, mettons Matchroom, qui vont faire la typique conférence de presse, un face-off, un entraînement public. Là, pendant toute la semaine, on voit passer des micro-entrevues, des bloopers, de l'humour, même après la Fight Week, il continue. On a vu un clip de la sœur de Tamara qui avait été filmé dans ringside, dans le fond, comment elle réagissait pendant le combat de sa sœur. Je trouve que c'est très moderne comme manière de vendre la boxe. Je trouve ça très intéressant. On ne voit pas ça beaucoup. Même notre ami Turquie en Arabie Saoudite, il ne fait pas ça. Il est beaucoup plus traditionnaliste malgré qu'il y a une vision d'une ligue et tout ça. Je trouve que même VP, ils l'ont l'affaire de ce côté-là. Ils ont tendance à nous rendre leurs boxeurs très accessibles et sympathiques du point de vue des médias sociaux. Pour vendre, là, c'est intéressant. La vente la promesse de ce qui s'en vient est intéressante. Quand tu vois, mettons, le lundi de la Fight Week, qu'est-ce qui commence à sortir, puis le mardi. Toute la semaine, ils nous alimentent sur pratiquement tout le monde sur leur carte. J'ai trouvé ça très moderne. Je trouve ça très différent. Même carte, je voulais mentionner, tu avais, je vais le mettre tout de suite, là, Sarah Bailey. Sarah Bailey qui est habituellement chez United Promotion, mais je pense qu'on va la voir de plus en plus sur des cartes aussi des MVP. On sent que United et MVP ont plusieurs collaborations. On s'entend qu'ils ont déjà ils ont envoyé Natasha Spence 2 fois sur leur carte. Ils ont envoyé aussi Melinda Watpool. Il y a déjà des antécédents de collaboration. Ça ne m'étonnerait pas que Sarah Bailey soit aussi sur d'autres cartes d'MVP dans le futur. Ça devient intéressant pour elle parce que ça lui amène des moyens, dans le fond, d'une certaine manière, des moyens qu'un plus petit promoteur n'a pas pour aller faire chercher des unifications, par exemple. Que, mettons, c'est difficile d'aller négocier d'un point de vue local là, chez un plus petit promoteur qui fait strictement des casinos. Marie, moi, je sais que toi, t'es pas... C'est ma job de faire la polémique puis la controverse. Vas-y. C'est ma job. Vas-y. Moi, je sais que tu en as reçu, mais toi, tu ne vas pas le mentionner. Toi, là, tu es une bonne personne. Moi, je suis une bonne personne, puis toi, tu n'en es pas une. Non, moi, ça ne me dérange pas là, de garrocher un bâton d'un roue de quelqu'un qui fait de la bicyclette devant chez nous. Okay. Puis là, je vais le faire un peu. Je vais aller avec le sujet tabou sur Sarah Bailey. Vas-y. Beaucoup de personnes m'ont écrit parce qu'ils ont maintenant des adversaires en commun. Et on m'a demandé la question suivante. Laurent, il arrive quoi si Kim Clavel affronte Sarah Bailey en 2025? Et moi, je vais te donner ma réponse. Puis Sarah Bailey, je l'apprécie, je l'ai déjà vu, mais je fais dans le commentaire, je n'ai pas le choix. J'ai dit que pour moi, Kim Clavel, présentement, elle était meilleure que Sarah Bailey, sauf qu'on n'a pas, ce qu'on n'a pas comme info, c'est la courbe de progression de Bailey. Mais alors que Kim est une athlète accomplie. Fait que là, ma théorie, c'est que si le combat a lieu cette année, Kim gagnerait un combat serré. Mais beaucoup de gens disent que ce combat-là, c'est ce qu'on appelle un vœu pieux parce qu'il est impossible à organiser. Ton opinion de ça? Je vais te donner des faits parce que j'ai parlé à l'équipe de Sarah Bailey. Je la connais très bien, son équipe. Puis c'est pas des secrets que je vais dire là. Elle veut aller en unification, Sarah Bailey. C'est vraiment son but principal, c'est ça. Donc, quand on parle d'unification, on parle de Evelyne Bermudez, puis on parle de Loulou Juarez. C'est les deux filles qui ont les titres qu'elle n'a pas présentement. L'une est mexicaine, puis elle n'a pas de visa. Puis l'autre peut se déplacer, puis elle a 2 titres. C'est ça son but principal. Donc, c'est sûr que pour elle, Kim Clavel, dans ses jambes, c'est pas utile à court terme. Est-ce que ça vendrait des billets? Est-ce que ça serait intéressant localement? Clairement. C'est un combat que les fans veulent voir. Est-ce qu'il est trop tôt pour dire qu'en 2025, on l'organise? Je pense que oui, à cause de ça. Puis deuxièmement, Sarah Bailey, elle a une nouvelle adversaire mandatoire qui s'appelle Jessica Neri-Plata, qui est revenue et qui a été placée tout de suite numéro 2 et qui pourrait se faire ordonner un combat
contre Sarah Bailey cette année. Marie, je parlais de ça avec quelqu'un avant hier, fait que c'est pour ça que puis j'étais comme complètement mêlé, puis j'essayais d'expliquer à la personne, fait que c'est pour ça que je te posais la question. Si j'ai bien compris, Jessica Neri Plata s'est retirée parce qu'elle était enceinte et il est arrivé un accident, une tragédie, elle a perdu l'enfant. Il y a eu des complications, puis la grossesse a été terminée. Donc, elle revient à la boxe et moi, j'aurais pensé qu'elle reprenait ses titres. C'est un peu. Pour vrai, je trouve que c'est bien dommage que parce que mon grand-père disait parce que tu veux mettre bas, on t'enlève tes ceintures. Ils lui ont pas enlevé ses ceintures. Moi, j'ai posé des questions. Elle a décidé d'abandonner ses titres parce qu'elle avait une grossesse puis elle prévoyait probablement se retirer au moins 2 ans avec le retour et tout ça. Elle aurait pu demander à la WBA, par exemple, ou à WBC d'être mi-champion in recess puis de revenir affronter la nouvelle championne. Cela étant dit, il faut comprendre que Neri Plata était super championne WBA et dans l'intervalle, Sarah avait été battre la championne WBA régulière, d'accord? Et donc, la WBA en a profité pour faire un clean-up puis enlever de la circulation le titre de super championne qui n'existe plus. Donc, ils ont replacé Neri Plata juste en arrière de Sarah Bailey comme numéro 1 WBA. C'est là qu'elle se positionne dans le dernier classement et elle pourrait avoir une opportunité d'avoir un combat ordonné parce qu'il faut comprendre que Sarah, habituellement, quand tu deviens champion, elle a battu la championne, c'était pas un titre vacant. Elle a le droit à 2 défenses optionnelles. Elle les a déjà fait. En 9 mois, elle est allée chercher son titre. Ouais. Puis elle a affronté Ortiz puis Navarro. Donc, elle a déjà fait ses 2 défenses optionnelles. La WBA serait en droit d'ordonner un combat contre la mandatoire d'ici les 6 prochains mois. Mais la mandatoire, elle n'aurait pas besoin d'un combat de remise en forme après ce qu'elle a vécu. Ouais. En théorie, oui, mais dans les faits, on sait que les organismes de sanctions sont assez amusants, puis peut-être qu'elle est assez en confiance aussi pour penser qu'elle peut le prendre. Mais Marie, là, j'ai un commentaire. C'est un cauchemar, ça. Tu sais, Jessica Neri Plata, c'est à 100%, là, puis je pense qu'elle serait, là. Puis, elle est vraiment bonne, là. Puis, tu sais, c'est la guerrière, on a dit la road warrior, la guerrière de la route par excellence. Elle est très dangereuse. Elle est allée en Allemagne gagner. C'est dangereux, merci. Elle a battu Kim Clavel puis Sarah Borman coup sur coup à l'étranger, donc Sarah Borman en Allemagne. Il faut le faire. Là. C'est dur de gagner en Allemagne. Puis ils ont donné un split, puis c'était pas un split. Là. C'était elle qui dominait. Puis ils ont j'avais 7-3, mais à cause que c'est en Allemagne, j'enlève 2 points. Moi aussi, j'avais 7-3, mais tu vois, il y a un juge qui avait donné à Sarah Borman. Tout ça pour dire que Sarah Bailey, son dernier combat qu'elle a fait, c'était une défense optionnelle plus smooth parce qu'elle sait qu'elle va avoir une grosse année. Elle n'est pas folle. Elle veut aller en unification. Elle sait qu'elle a Neri Plata d'impact qui pourrait être ordonné. Le dernier combat contre Navarro, ils ont pris une adversaire qui était intéressante pour la faire pratiquer. Il ne faut pas oublier que Sarah Bailey est devenue championne. Elle était 4-0 quand elle est devenue championne. Là, elle est rendue 6-0 parce qu'elle a fait 2 défenses. L'expérience du ring pro, elle ne l'a pas tant que ça. Puis à cette heure qu'elle est championne, il faut qu'elle livre dans le ring. Puis son dernier combat contre Annabelle Ortiz, il avait été difficile. On va en reparler d'Annabelle Ortiz parce que Kim l'a affrontée. Là, ça va être notre prochain sujet. Mais juste pour dire que le dernier combat contre Navarro, c'était pas une remise en forme, mais c'était un bon combat à prendre pour aller chercher des repères puis pratiquer des affaires. En ce sens-là, j'ai aimé ça. Est-ce que Sarah a pris trop de coups? Probablement, mais elle n'a pas senti qu'elle était en danger. Donc, tu peux te permettre de baisser les mains puis dire, je vais prendre quelques coups de trop parce que je veux pratiquer ma boxe à l'intérieur, je veux pratiquer différentes affaires. Ben, en même temps, c'était le genre d'adversaire pour ça. Oui, puis exactement. Puis elle ne se sentait pas en danger. Elle a quand même vraiment dominé son combat, Sarah Bailey. Là, même si elle a décidé de baisser les bras puis de prendre un petit peu plus de coups puis d'aller faire telle ou telle chose. Je trouve que ses feintes sont vraiment intéressantes. C'est une boxeuse qui a des choses différentes à offrir que, mettons, Kim Clavel. Donc, tu as raison. Kim contre Sarah, ça devrait être un combat serré. Qui gagnerait? Je ne peux pas me prononcer tout de suite comme toi. Il faudrait que je repense. Parce que Kim puis Sarah, lequel des 2 styles prédominerait? C'est 2 styles très différents. C'est ça la vraie question. J'aimerais en voir plus de Sarah, peut-être un autre combat avant de pouvoir me prononcer. J'aimerais ça voir Sarah faire un autre 10 rounds complet. Mais alors, Marie, quand j'ai étudié à
à la Fédération des animateurs de podcasts du Québec, on disait de tout le temps rebondir. Le prochain sujet en servant du dernier. Tu viens d'en parler il y a 15 secondes. Kim Clavel, elle, a battu Annabelle Ortiz. Et là, moi, j'ai pris des notes. J'ai ma feuille ici, j'ai mes feuilles. Mais là, vous ne les voyez pas, elles sont en dehors, mais j'ai pris des notes pour toi. Moi, là, j'ai 96-94 pour Kim. Mais j'ai réellement un combat en 2 temps où je trouve que Kim paraît mal les 2 premiers rounds. Après ça, c'est un petit peu moins pire. Et là, elle fait un très beau, un deuxième moitié de combat assez, quand même assez spectaculaire. Et même, il y a des choses que j'ai vues de Kim que je n'avais pas vues avant. Elle a vraiment semblé faire mal à Ortiz. Je pense que c'est au 9e? Vers la fin du combat, oui. Ouais, elle a semblé même lui faire mal puis la faire reculer. Fait que, étrangement, j'ai comme 2 opinions sur le combat. J'ai la première moitié où je me dis, mais voyons. Puis j'ai la deuxième moitié où je fais comme, oh! La deuxième moitié, je fais, le positif dans ce combat-là, c'est que Kim a montré qu'elle était capable de revenir quand elle est dans une situation difficile. Parce que clairement, les scorecards des gens partants, moi, je les tasse. Parce que je trouve qu'ils ne sont pas représentatifs du combat. Même Kim elle-même a dit, j'ai eu de la misère dans les 3-4 premiers rounds. C'est quoi, il y a 1,96 puis 2,98? 98-92 x 2, c'est trop large, selon moi. Ça, c'est les 2 juges étrangers. C'est le Québécois qui a... Je trouve ça beaucoup trop large, 98-92, sans enlever rien à Kim. J'ai trouvé que sa première moitié était plus difficile. La deuxième moitié était vraiment plus intéressante. Ortiz n'est pas facile à boxer. Hein. On pense qu'elle est facile à boxer, mais elle n'est pas facile à boxer. C'est une fille qui ne boxe pas comme les Mexicaines traditionnelles. C'est pas une rentre-dedans. C'est quelqu'un qui a une belle boxe technique, qui a une belle allonge, qui a quand même beaucoup qui maîtrise ses bases puis qui bouge bien. Elle a tendance à bien gérer le centre du ring, de bien bouger, puis elle a un bon menton aussi. Donc, c'est une fille qui était solide devant Kim. Il faut s'attendre à des combats serrés quand tu as l'élite devant toi. Il faut arrêter ça, les combats 99-91 tout le temps, puis c'est ça que le monde s'attend. Si tu veux avoir les meilleurs en avant de toi, il faut s'attendre à avoir des résultats serrés. Moi, je n'ai pas de problème avec des 96, 94, d'un bord comme l'autre, combat nul. C'était serré, le combat. C'était serré, honnêtement. Hey, juste pour le commentaire, les annonceurs, les commentateurs en anglais, il y avait Ortiz 7-3. Oui, il y a plusieurs personnes qui avaient Ortiz d'avance. Il y a d'autres personnes qui avaient Kim. C'était quand même, les gens qui m'ont parlé en privé, c'était pas mal divisé, 50-50. Ça dépend toujours comment tu évalues. Hein? C'est encore là, c'est des juges, puis il y a beaucoup de critères. Puis quels critères tu mets avant l'autre? C'était quoi ton angle? Nous autres, on regarde ça à la télévision. Toi, tu étais sur place, je crois, Laurent? T'étais-tu sur place? Non, j'étais à la télé, mais... C'était à la télé. Nous autres, on voit l'angle que la télé veut bien nous donner, mais les juges n'ont pas le même angle que nous. Le public live n'a pas le même angle. Les commentateurs n'ont pas le même angle que nous. Donc, ça se peut qu'eux autres, ils voyaient Ortiz bien d'avance, puis que nous, à la télévision, c'était plus serré. Moi, j'avais 95-95. Je savais pas. J'ai donné pratiquement toute la première partie à Ortiz, puis toute la deuxième à Kim. Ben oui, j'ai vraiment été un peu surpris, moi aussi. Les 3 premiers rounds, même que je ne comprenais pas ce qui se passait, tu sais. Puis après ça, à partir du 6e, ça a bien été, là. C'est vraiment en 2 temps, genre, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on peut se demander pourquoi ça a pris autant de temps pour s'ajuster ou je ne sais pas. Genre. Ça, Kim le sait. C'est Kim, son équipe qui ça, savent. ils vont réécouter mais le combat, il peut y avoir beaucoup d'impondérables. Il faut comprendre aussi qu'Ortiz est une bonne boxeuse, je le répète. C'est une fille qui a aussi donné du trouble à Sarah Bailey quelques semaines, quelques mois avant, au mois de décembre, si je ne me trompe pas. C'est une fille qui a affronté les meilleurs, qui a été championne dans 2 catégories de poids différentes. Il ne faut pas prendre cette fille-là pour acquise, et je ne crois pas que Kim l'a pris pour acquise, mais quand tu as l'élite devant toi, une ancienne championne contre une ancienne championne, il faut s'attendre à des résultats comme ça, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de l'adaptabilité. Maintenant, est-ce que Kim a montré qu'elle avait beaucoup de résilience, qu'elle était capable de revenir, de se réajuster en allant rechercher son combat? Maintenant, qu'on soit d'accord ou pas, on passe à l'autre étape, là. Hey, mais là, je pensais que tu allais dire on passe à l'autre sujet, mais moi, c'est parce que j'avais encore un commentaire un commentaire sur ma feuille. C'est que est-ce que ça va être. Est-ce que je me trompe ou c'est compliqué? Parce que
Yvon Michel, quand il y a des conférences de presse, il semble toujours nommer le nom de Yocasta Valley. Il semble toujours dire que les négos sont entamés, que les C'est négos très sont difficile. très proches, puis qu'au moment opportun, il va être capable de signer le combat. Puis là, quand on regarde l'actualité, j'ai vu que Casta Valley, elle avait un combat de signer. Toi, tu m'as dit qu'elle en avait Elle même en a même 2. deux. Puis je regarde Sarah Borman, elle cherche une adversaire, mais ils n'ont pas En vraiment Allemagne. d'intérêt pour aller en Allemagne. Puis les dates tombent sur les dates que Kim semble chercher du travail. Fait que là, je sais, on dirait que ce ne sera pas si simple que ça de retourner en championnat du monde ou de dénouer À 105 l'impasse. livres, présentement, il va falloir être patient parce que le meilleur chemin pour Kim, ça serait d'affronter, pour Yvan, ça serait d'aller négocier directement avec le promoteur OR, là, OR Promotions en Argentine, la gagnante du combat des 2 Sol. Sol Ouais, Sol Bombstar contre contre Sol. Sol Kudos qui a Mais été eux, ils sont retardé peut-être. en avril. Mais la gagnante ne sera peut-être pas prête pour le niveau de Kim. J'ai l'impression que ces deux-là, c'est comme deux intrus. Puis là, après ça, ils vont peut-être vouloir C'est monnayer. pas 2 intrus, Ah sont non? bonnes Je pensais qu'ils les n'étaient pas 2. bonnes. Hein? Non, sont bonnes les 2, mais ils n'ont jamais protégé leur fiche. Mais pourquoi, pour Yvon, ça serait plus simple? C'est que le OR Promotion, c'est aussi le promoteur d'une fille qui s'appelle Evelyne Bermudez. Yvon a déjà une historique de négociation avec cette gang-là. Et les 2 filles appartiennent au même promoteur. Donc, peu importe laquelle des 2 sols qui va gagner l'IBF, ça reste dans les mains d'OR Promotion qui pourrait s'entendre avec Yvon pour ramener. Kim va devenir mandatoire de la gagnante. Là. Elle est allée Marie, chercher le titre mineur de l'IBF pour ça. il y a seulement un promoteur. Il y a seulement un promoteur. Pour Yocasta Valley, où on en est, c'est pas compliqué. On peut en parler tout de suite. Yocasta va affronter Marlene Esparza pour l'honneur. Il n'y a pas de titre. Elle monte de 2 catégories juste pour ce combat-là, puis avoir descendre à 105, défendre son titre après. Comme d'autres ont pu faire dans le passé, c'est pour l'honneur. Ça va se passer ça va se passer chez Golden Boy parce que les 2 filles sont chez Golden Boy et ça va être à 112 livres. C'est un combat qu'elle vient de prendre et à cause de qu'elle l'a pris, elle doit quelque chose à la mandatoire WBC, qui est la championne intérim Omi Ishikawa, qui avait déjà été ordonnée à la convention. Donc, ils ont demandé à Omi Ishikawa de se tasser conditionnel à ce que Yocasta l'affronte après. C'est un peu la Eleider Alvarez de la division. Oui, mais à un moment donné, il va falloir lui donner son combat. Donc, pour Kim, c'est sûr que si Kim a plus d'argent, peut-être que Yocasta va dire oui, mais Yocasta ne viendra pas au Québec. Là. On va se le dire, Yocasta est backée, elle-même est promotrice. Elle est backée par Golden Boy. Mettons qu'elle perd contre Esparza. Elle perd pas son titre. Non, je le sais, mais elle pourrait demander quand même un délai avant de revenir. Fait que, tout ça, ça nous mène quasiment ça nous mène à 26. la fin de l'année peut-être, puis ça ne se passera pas au Québec. Mettons que Omi Ishikawa décolle. Là. Après le combat d'Esparza, il n'y a plus d'Omi Ishikawa, elle décide de prendre sa retraite, whatever, puis que c'est libre, le champ est libre pour Kim. Kim, ils n'emmèneront pas Yocasta Valley au Québec. Pourquoi tu dis ça? Ils ont amené Neri Plata puis ils ont amené Bermudez. Yocasta Valley est backée par Golden Boy. Elle est un gros promoteur, puis elle gagne des grosses bourses. Tu sais, il y a quelqu'un qu'il va falloir qu'il paye pour la bourse si on l'amène ici. Il va falloir être solide financièrement. Moi, je me mélange tout le temps parce que je sais qu'elle, si je me mélange, là, elle, c'est ça. Elle est promoteur au Costa Rica, mais dans sa situation personnelle, elle est backée par de la Hoya. Elle sort de la Hoya, puis elle fait des bonnes bourses maintenant. Donc, elle se bat aux États-Unis la plupart du temps, puis elle aimerait ça se battre au Costa Rica aussi. C'est ça son but, d'organiser un méga show au Costa Rica où elle va être la tête d'affiche avec sa sœur puis toute sa gang. Il n'y a pas d'intention pour elle de venir se battre au Canada, à moins que ce soit très payant et qu'il y ait un autre titre, peut-être, une unification. Donc, pour Kim, le chemin le plus intéressant, c'est d'aller chercher le titre IBF en allant affronter la gagnante des 2 sols. Comme ça, là, tu peux monnayer ta ceinture en unification contre Yocasta Valley. C'est là que ça devient intéressant. Aller chercher la grosse bourse. Là. Golden Boy va peut-être étendre le bras et faire une grosse offre à Kim pour l'unification aux États-Unis. Moi, c'est ce chemin-là que je prendrais. C'est lui qui est le plus limpide pour moi. Puis il est plus accessible aussi pour Kim.
On va voir. À suivre. Je peux-tu te parler d'une de mes chouchous? Tu peux parce que c'est ton podcast. Et de deux, mais ce que j'aime, là, c'est qu'on retourne tout le temps au même nom. Parce que Farah El Boussari a aussi affronté Kim Clavel. Oui, on va chercher un comparable. C'est avec Kim Clavel. Alexa Kubicki était tête d'affiche 1er mars d'une carte chez elle à Edmonton contre Farah El Boussari. Combat à 112 livres cette fois-là. Un combat sur 10 rounds, Laurent. As-tu de la visite? Non, mais j'ai été bien, j'ai oublié de fermer mon entrepôt, puis là, tous les voisins m'écoutent. Ah, bon, ben, tes voisins t'écoutent, tant mieux. Il y a des bonnes choses à écouter, hein. Ben, On est voilà. super pertinent de toute façon. Donc, je veux juste te dire qu'Alexa Kubicki elle a fait un combat intéressant. C'était en 2 temps, ça aussi, un peu comme Kim a fait son dernier en 2 temps, là. C'était en 2 temps. Mettons les premiers 7 rounds sur 10, Alexa Kubicki a dominé Farah. Quand je dis dominer, là, je pensais qu'elle allait la knocker. C'était très large. Puis tout d'un coup, c'était une Alexa qui était focalisée sur le but, qui était technique, qui fonçait, qui avançait, qui lançait beaucoup de volume, de la grosse combinaison, des mains lourdes. Mais je ne le sais pas, puis il faut que je m'informe. Il va falloir que je fasse des appels pour en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé, mettons, au 6e round, là, quelque part au 6e, là? On dirait soit elle a gazé out, soit elle s'est blessée, ou soit elle a décidé de faire un show pour ses fans. Puis elle a complètement changé son style. Puis quand on dit complètement, là, il n'y a pas photo. C'est comme si elle a décidé qu'elle boxait en boxe de réflexe. Puis là, qu'elle faisait C'est devenu Floyd? C'est devenu Floyd, mes amis. Puis c'est devenu brouillon aussi parce qu'elle s'est mise les mains basses. Elle a commencé à manger plus de coups. Elle a commencé à se faire déborder d'un corps. Mais est-ce que c'est... Tu sais, je cherche une raison. Est-ce que c'est parce que c'était-tu plate les premiers rounds? Je dis, c'était-tu trop facile, trop technique? Là? Parce que, tu sais, des fois, il y a des gens, puis, tu sais, elle, je pense que son père est impliqué dans sa carrière, dans sa promotion. Elle s'en met beaucoup sur les épaules quand elle fait des finales, tu sais, elle tag tout le monde sur Twitter, puis tout. Est-ce qu'elle s'est sentie obligée de donner un show, là? Je ne sais pas, mais je vais poser des questions à son clan, ça, c'est sûr. Parce que c'était pas efficace, je comprends bien. Ma question principale, c'est pourquoi tu as changé de style vers la fin du 6e? Mais Marie, si je comprends bien, c'était pas efficace, là, le changement de style. Ah, elle a perdu les 3 derniers rounds. Moi, j'ai donné les 3 derniers rounds à l'autre. T'as-tu remarqué que Boussari, quand il est venu contre Kim Clavel, ça a pris un coup de tête, mais elle a aussi gagné les 3 derniers rounds. Oui, mais c'est une toffe, Boussari. Il y a eu du build-up dans ce combat-là contre Kubicki de A à Z. Ça s'est... Mais Marie, Kubicki, là, elle est vraiment courageuse, par exemple. Là, tu traduiras mes propos parce qu'elle pige tout le temps dans les adversaires de Kim, mais elle est 10-12 ans plus jeune, tu sais. Même 12 ans. Elle est jeune, puis elle a encore une couple d'apprentissage. Moi, je ne m'inquiète pas de ce que j'ai vu dans ce combat-là. Je me suis dit, OK, les 3 derniers rounds, elle a fait la show-off. Tu te rappelles quand elle a perdu à Montréal, puis elle faisait des Ali Shuffle, puis des affaires de même, là, ça ne marchait pas. C'est comme si elle était revenue à une version de Kubicki show-off un peu, pas aussi pire, mais un peu trop, pour faire un crowd pleaser, là, vraiment. Puis je pense que ça s'apprend. Clarissa Shields, là, peu importe le build-up que tu as avant, quand elle rentre dans le ring, c'est fini, puis elle fait sa job. Et Marie, par exemple, au moins, Kubicki, elle la prend dans la victoire. Là, elle la prend dans la victoire. Elle l'a pris dans la défaite, là, elle la prend dans la victoire, fait que mon avance. Somme toute, si elle continue de boxer comme ses 7 premiers rounds, c'est une boxeuse qui est bonifiée, qui est excellente, qui a vraiment amélioré son sparring, ça paraît qu'elle a appris des affaires en sparring, qu'elle a appris, il ne faut pas oublier qu'elle travaille avec Marlene Esparza, hein, ça fait 3 ans. Est-ce qu'elle est signée? Elle n'est pas signée. C'est un cœur à prendre. Elle n'est pas signée. Elle est à l'école à temps partiel. Je sais qu'elle est prête à déménager. Est-ce que c'est son père qui investit, genre? Son père investit. Elle a quand même un promoteur local là-bas qui aide, là, qui back. C'est Alliance Promotions qui back, mais elle n'est pas signée chez Alliance. Elle a des bonnes adversaires. Elle a de la promo. Son père, il travaille très fort. Son père, Derek, il travaille super fort. Il faut comprendre qu'il l'entraîne. Il la gère aussi. Il la protège d'une certaine manière parce que des offres de championnat, elle en a eu, je peux te le confirmer. Déjà. Oui, c'était trop tôt. C'est trop tôt. À un moment donné, tu ne peux pas accepter tout ce qu'on te propose quand tu as 20 ans. Mais tu sais, c'est vraiment.
c'est vraiment un cas d'étude quasiment, parce que là, tu me dis, tu sais, qu'elle refuse des combats de championnat, mais en même temps, elle se met en danger contre des bons adversaires. Il Fait que, faut tu la sais, faire on progresser. marche vraiment sur une fine ligne où les adversaires sont jamais faciles, mais on veut pas tout de suite aller en championnat. Fait que, tu Ben, sais, c'est elle est ça, mais mince, là, la ligne qu'on c'est utilise. parce que mettons qu'une championne t'appelle, OK? Qu'elle soit championne d'un titre régulier ou un titre intérim, peu importe, puis toi, tu as 18, 19, 20 ans, OK? T'as beau avoir une belle fiche, souvent, eux autres, parce qu'ils savent qu'ils vont gagner le combat. Ils savent que tu n'es pas rendu à ce niveau-là encore, mais que tu as la fiche à prendre puis le classement. Ça paraît Ouais, bien. ben, il y a aussi, T'sais. Marie, il y a aussi les impondérables qu'on ne sait pas de est-ce qu'elle se fait offrir des camps d'entraînement complets ou il l'appelle à 22 jours. Exactement. Donc, ils ont pris, eux, ils veulent aller avec une progression qui est décente pour s'assurer qu'elle aille se chercher des outils avant d'aller, peut-être dans 1 an et demi, 2 ans. Là, peut-être qu'elle serait prête pour un combat. Puis c'est logique. À 22 ans, dans 2 ans, là. C'est déjà beaucoup. Puis elle va avoir déjà 15 combats, peut-être, rendu là, Oh non, 15, non. 16. Mais moi, je la vois comme une future superstar, probablement. Là. C'est juste, faut attendre. Mais tu C'est sais, une personne c'est une fille qui est sympathique aussi. J'aime beaucoup, elle aime jaser de boxe. Elle est semi-réservée, mais en même temps, elle est exubérante, elle est game. Tu sais, elle est game dans son build-up, elle est game dans ses décisions, elle est game dans sa boxe, elle est game. T'sais, des erreurs qu'elle va faire, elle les fait, c'est des erreurs de jeunesse. Mais le talent, elle l'a, puis elle est game. non, non, c'est elle est toujours intéressante à suivre. On peut-tu parler? Hey, ça, là, c'est une belle carte. Laura, la carte de Lauren Price, c'était beau, là. Je l'ai écouté, je l'ai écouté bord en bord, comme Ouais, moi disent les aussi. jeunes. Puis Il y avait quelque chose de beau. Il y avait vraiment des affaires intéressantes, cette carte-là. je m'attendais à peut-être un petit peu plus d'opposition de Natasha Jonas, mais elle est tellement bonne, Lauren Price, que C'est un couteau c'était à double spectaculaire. Là. tranchant. C'est un couteau à double tranchant. Natasha Jonas, elle a vieilli. Donc, elle a un peu ralenti. Puis, à l'inverse, tu as Lauren Price qui est dans son prime déjà. Là. Parce qu'il faut comprendre qu'elle est allée aux Olympiques, elle a gagné l'or, elle revient elle a jamais perdu un round, elle n'avait jamais perdu un round avant d'affronter Jonas. Et c'est ça, être dans son prime. C'est quand tout te réussit, peu importe l'adversaire. Puis que tu travailles, puis que tu progresses, puis même en progressant, tu es toujours à ton meilleur. Jonas l'a dit dans l'entrevue d'après-combat, Price était trop rapide et trop forte. C'est ça qu'elle a dit. Elle n'a pas voulu annoncer si elle prenait sa retraite ou pas. Natasha Jonas est dans une situation particulière. Elle a 40 ans, elle a eu 40 ans cette année. Elle a été championne dans plusieurs catégories de poids et son entraîneur a un cancer en stade 4. Donc, il y a des décisions qui vont être prises là, dans cette équipe-là. Il y a des décisions qui doivent être prises pour elle. C'est sûr que c'est sa dernière année. Là. Peu importe si elle décide de faire un dernier combat parce qu'elle veut peut-être finir sur une victoire ou sur une dernière belle bourse. Peut-être aussi que c'est plus utile pour elle de se remettre dans un gros camp d'entraînement. Là, elle a besoin de vacances. Elle a dominé Lauren Price. Là. Il y a des juges qui ont été bien fins et qui ont donné quelques rounds à Natasha Jonas. Moi, je n'en ai pas donné beaucoup. J'en ai peut-être donné un. Là. J'étais très généreuse, moi, avec. Ouais, c'était beaucoup. On voyait beaucoup de 9-1 puis 10-0 sur les interwebs. Lauren Price est forte dans tout. As-tu vu physiquement comment elle prend l'espace? Hein? Elle est costaud dans le ring. On voit qu'elle occupe l'espace. Puis présentement, à mon avis très humble ici, parce qu'il y a d'autres bonnes filles à 147, incluant Michaela Mayer et Sandy Ryan, qui vont se battre dans 2 semaines pour un rematch. Mais selon moi, Lauren Price n'est pas intouchable, mais pas loin d'être intouchable à 147. J'ai de la misère à voir, mettons, Michaela Mayer réussir à battre Lauren Price avec sa tête statique puis le type de boxe qu'elle a. Je pense que Lauren Price sait déjà quoi faire avec ça. Même chose pour Sandy Ryan, qui boxe émotif. Je pense que ça va être difficile. Tu sais, Lauren Price, par exemple, elle aussi, là, quand je dis que ça va vite en boxe professionnelle, je regardais sa fiche, elle pogne Naomi Mann à son 3e combat, elle a Kirsty Bavington, c'est fou là, comment
Elle n'avait pas perdu un round, mais c'est pas parce qu'elle n'avait pas d'opposition. Là. Non, elle est excellente. Elle, on ne peut pas Non, dire c'est qu'elle s'est fascinant. bâtie sur des fiches gonflées. Elle s'est bâtie sur des bonnes boxeuses. C'est vraiment, à mon avis, c'est une P4P, c'est une queen de la boxe féminine présentement. C'est un beau modèle. C'est une fille qui est calme, elle est capable de faire un build-up, elle est capable d'être arrogante, mais elle est calme dans le ring. Hein? C'est ça la différence avec d'autres boxeuses. Elle rentre dans le ring un peu à l'instar de Clarissa Shields, elle fait le travail. C'est un œil, là, c'est un compas, son œil. Là, Marie, c'est magnifique. j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu connais M. J. Boing Kim? J. Boing Kim, c'est-tu le coach à Boumirichine, ça? Ça, c'est le juge coréen qui a donné 95-95 entre Beau Mirichine et Caroline Dubois. Il a voulu passer pour pas corrompu, celui-là. 95-95. Mais quel combat entre Dubois et Beau Mirichine? Je regardais ça, puis tu sais, Dubois, c'est une animale, OK? Puis là, il arrive Beau Mirichine, là, que si ma mémoire est bonne, elle a 40 ans, OK? Puis là, elle arrive contre cette fille-là, elle est plus petite, elle frappe peut-être moins fort, puis elle est plus vieille, puis elle est moins rapide, OK? Mais elle est intéressante! Mais là, Beau Mirichine, elle fait comme, qu'est-ce qui est arrivé avec Dubois, tu sais? Comme tout le monde a peur d'elle, personne n'est allé à la guerre avec. Ben moi, ça va être ma stratégie. J'ai pas peur. Je fonce tête première. Je vais même être hargneuse à la fin des rondes. Puis, sais-tu quoi? C'est moi qui est habitué de faire des 10 rondes, puis pas, elle n'est pas habituée à l'opposition. On m'a passé à travers les poumons de la jeune, puis la stratégie a failli fonctionner le 10e round. Ça passe, c'est proche. À la fin, elle était en difficulté quand même, Caroline. À la fin de notre podcast, les gens à la maison, allez écouter le combat ou allez écouter au moins le 10e round. C'est la folie. Quel combat! Boumirichine a fait mieux que tous les adversaires que Caroline Dubois a eu jusqu'à maintenant, clairement, et de loin. Elle a toffé 10 rounds, mais elle n'a pas toffé 10 rounds en se sauvant. Elle a vraiment essayé des choses. Elle a touché régulièrement Caroline Dubois. Je ne suis pas en train de dire qu'elle a accoté Caroline Dubois, mais elle a quand même dérangé assez Caroline Dubois, puis elle l'a fatiguée aussi. Oui, il n'a pas fallu que ça dure 5 minutes de plus. Moi, à la fin, j'ai vu, je comprends que Caroline Dubois était en difficulté. Je pense qu'il manquait peut-être un petit peu. On a vu que la forme physique, Boumirichine était encore capable de donner un petit peu plus que Caroline Dubois. Caroline Dubois, elle a probablement testé ses propres limites un peu, puis elle a dû se rendre compte que, OK, il va falloir travailler certains aspects au niveau de sa forme physique parce que quand tu as une bonne fille, c'est pas une excellente adversaire, mais une adversaire qui maîtrise ses bases, qui bouge bien, qui vient à la guerre avec toi, elle a peut-être gaspillé trop d'énergie sur les grosses mains droites qui ne fonctionnaient pas à un moment donné, Caroline Dubois, les grosses mains, pardon. Puis, mais je trouvais que c'était ça sa faiblesse, comme elle n'arrivait pas à faire assez mal à Chine pour qu'elle réfléchisse avant de rentrer à l'intérieur. Là, c'était rendu à partir du 8, 9, 10, c'était rendu comme une passe gratuite d'aller se battre à l'intérieur. Il y a un autre impondérable aussi qu'il faut prendre en considération. Puis Tyson Fury, Clarissa Shields, il expérimente aussi. Caroline Dubois, comme Shields, comme Tyson Fury, c'est une fille qui aime ça, intimider un peu dans les semaines les Fight Week. Elle aime ça être baveuse. Elle fait mieux que Clarissa Shields. Elle est moins bébé, OK? Elle est moins bébé lala, mais ça reste un style. Ça paraît que Clarissa Shields est son idole. Elle fait un peu à la même manière. Mais cette fois-là, elle avait Boumirichine dans sa face qui ne comprenait pas un trait de mot de ce que l'autre il disait, puis qui n'avait pas peur. Puis elle s'est collée le nez dessus là, au weigh-in, puis l'autre parlait, puis ça passait un petit peu comme quand Fury parlait à Usyk au premier combat, puis Usyk avait un anglais chancelant, on va dire ça comme ça, puis il ne comprenait pas tant que l'autre... Ça me rappelle quand Sébastien Demers est allé contre Arthur Abraham, puis il criait après les Allemands en québécois. Non, mais tu sais, à un moment donné, l'intimidation, tu peux jouer dans la tête de certains boxeurs quand même, puis ils rentrent dans le ring un petit peu plus craintifs ou un petit peu moins prêts. Ou ça reste que ça joue, c'est un mind game. Hein? Mais quand quelqu'un ne comprend pas ta langue... Mais Marie, en premier lieu, c'est une femme de 40 ans contre une femme de 24. Là, ça se peut qu'à 40 ans, tu as quand même un bagage puis du vécu aussi. Là. Ça se peut que tu fasses comme la petite jeune qui veut m'intimider. On va garder ça dans le ring. Là, ça...
Exactement. Fait que, tu sais, moi, bravo à Beaumire Echine. Beaumire Echine, il faut comprendre qu'elle était mandatoire d'Adessia Baumgartner l'année dernière à 130 livres et a décidé de monter à 135 pour prendre le risque pour prendre cette fille-là. Donc, c'est un combat à 135 livres. C'est même pas sa catégorie de poids. Elle était beaucoup plus petite que Dubois. Dubois avait le dos large de même. On aurait dit taureau. Ah oui, oui, oui. C'est avec la réhydratation, elle a très bien fait quand même pour une fille qui était loin d'être favori, qui rentrait en côté B. C'était une belle carte pour s'exposer. Je suis contente qu'on ait pu la voir. Je vais te parler, madame, mais moi je continue. Là, j'ai des histoires à te raconter. Caris Artingstall, là, j'ai écouté ça contre Ravin Chapman. Là, moi, je pensais que ça allait être un petit peu plus serré, mais je la trouve drôle, ton amie Artingstall. Tu sais, elle frappe pas nécessairement super fort, mais là, elle l'a envoyé au tapis au deuxième, mais tu sais, tout le reste du combat, genre, tu sais, tous les fondamentaux, elle est bonne, là, tu sais, elle fait bien des petites affaires. C'est une olympienne, une médaillée olympienne. Elle est sérieuse dans le ring, tu sais, c'est une vraie professionnelle. Là. Honnêtement, Raven Chapman affrontait Caris, OK? Puis Raven Chapman a très mal paru face à Caris, comme elle a très mal paru face à Sky. Ces deux filles-là ont exposé Raven Chapman, qui était vraiment classée très haut avec une certaine adversité. Je trouve que le jeu de pied de Raven Chapman, tout est dans tout. Hein? Son jeu de pied étant très mauvais, ça lui enlève de la puissance dans ses coups. Ça lui enlève de la facilité à se mouvoir dans le ring. Puis une fille comme Caris Artingstall qui a gagné une médaille olympique à Tokyo l'année que Caroline Vert est allée, ben elle, des failles de même, elle lit ça comme un livre ouvert, puis elle rentre là-dedans. Là. Tu sais, Raven, selon moi, ça en est fini. Elle n'aura plus d'opportunités. Elle a eu 2 gros combats pour se montrer. Et elle a échoué amèrement. Elle a perdu tous les rounds contre Sky, puis elle a perdu tous les rounds, à mon avis, contre Caris. C'est pas ce que les juges avaient. Par exemple, les juges, t'as raison que tout le long de la carte, genre, ils avaient tendance à donner des petits cadeaux quand, vers la fin, là, ils voulaient pas faire du 190, ils étaient fins. Ils ont été gentils, mais OK, mettons qu'on donne 2 rounds à Raven. Pour être généreux, là, on peut y en donner 2. C'est gros max 2 rounds. Là. Moi, j'ai pas trouvé qu'elle paraissait bien. Puis c'est pas contre elle. Elle est meilleure que ça, en vrai. Mais on dirait que quand elle rentre, quand elle a des bonnes adversaires, on dirait qu'elle perd ses moyens dans le ring. C'est comme plus longue de la boxeuse qu'elle est capable d'être. Ça m'a un peu dérangé. Sur la même carte, je veux te parler de Jasmina Zapotochna. Je t'ai déjà parlé d'elle l'année passée. Elle avait battu Macy Rose. Ouais. Une boxeuse polonaise déménagée en Angleterre. Elle avait battu Macy Rose Courtney l'année passée, puis j'avais eu un coup de cœur. C'est Ebony Bridges. On va saluer Ebony Bridges qui est rendue maman, qui a eu un petit bébé avec Cal Brook. Donc, son petit bébé, son petit garçon est né cette semaine. Je sais parce que j'ai assisté à l'accouchement sur OnlyFans. Ah oui, c'est ça, j'allais dire. Toi, t'es plugué direct sur Ebony, hein, fait que c'est ça. Direct sur la webcam. Jasmina Zapotochna est commanditée par Ebony. C'est une fille qu'Ebony a pris sous son aile et elle est bien meilleure, elle aussi, que sa fiche. C'est une 112 livres, mais elle n'a pas un format d'une 112 livres traditionnelle. Elle a des longs bras. Elle fait un long frame. Et donc, elle affronte souvent des filles qui sont pas mal plus petites. Puis là, elle affrontait Chloé Watson, qui est une prospect, qui est une bonne boxeuse, là, qui avait une ceinture mineure en jeu, sa ceinture mineure en jeu. Puis, honnêtement, le combat était serré. J'avais Jasmina en avance d'un round. C'est ce que les juges... Ça a été un split decision en sa faveur. Moi, j'aimerais ça. Je me rappelle d'avoir regardé le gala puis de m'être plaint à personne parce que j'étais tout seul chez nous. Mais au Québec, on n'est pas habitué parce que sous l'ère de Michel Hamelin, c'était interdit de donner des 10-10. Ça fait que maintenant... Il y en a eu un dans ce combat-là. Quand j'entends 96 dans un gala, j'entends 95 dans ma tête. Et là, il y a eu 2 juges, si ma mémoire est bonne, qui avaient 96-95. Je dis, ma gang de mêlés, vous avez donné chacun 10-10. Ben ouais, mais les 10-10, c'est pas si commun. Je sais qu'il y a du monde qui aime ça, des 10-10. Moi, des fois, moi, je suis pour ça, les 10-10, dans certains cas.
Je dis pas qu'il faut donner souvent Est-ce que tu sais 10. qu'est-ce que mon ami juge? Est-ce que tu sais qu'est-ce que mon ami juge me dirait? Qu'est-ce qu'il te Si tu n'es dirait? pas capable de choisir que gagner le round, trouve un autre. Va juge ailleurs, c'est ça ton métier. Ouais. Entre toi puis moi, là, puis je pense que tu vas être d'accord, des fois, surtout au début d'un combat, les premiers rounds, le round numéro 1, quand les deux se jaugent, puis ils lancent le même nombre de coups, puis ils touchent de la même manière ou ils ne touchent pas, là, des fois, ça mériterait un 10-10, puis même un 9-9. Parce que c'est pas toujours un bon spectacle. On enlève un point pour le spectacle. Moi, j'enlèverais un point pour le spectacle. Il y avait un autre combat, peut-être celui qui était le moins équilibré de la carte, là, ta préférée, Francesca Hennessy contre Gemma Rogue. Gemma Rogue, c'était pas l'adversaire qui était supposé d'être là. Elle a été appelée lundi. Fait que c'est vrai que le combat n'était pas équilibré, il devait être plus équilibré que ça, mais lundi, il y a une adversaire de remplacement, puis Gemma Rogue était prête à sauter dans le ring, à l'accepter parce que c'est une fille, ils ont autorisé parce que c'est une fille qui a affronté plein de gens différents, qui a déjà eu de l'adversité, puis qui était capable de le prendre. Le combat était fight ready. On s'entend que Fran Hennessy, elle a donné une clinique de boxe à Gemma Rogue, là. Mais ce que moi, j'ai apprécié de regarder, puis ça, si les gens ont la chance de retrouver ce combat-là pour regarder comment Fran Hennessy bouge dans le ring, comment elle fait ses feintes, comment elle a monté ses combinaisons, comment elle a géré son espace dans le ring, je trouve que cette fille-là, d'un combat à l'autre, elle progresse à la vitesse grand V. Je l'ai trouvée vraiment excellente. Son jeu de pied était vraiment beau. Donc, oui, pour Fran Hennessy, c'était peut-être pas le combat le plus équilibré, mais ça lui permet de faire des rounds. Puis, elle a pu pratiquer toutes sortes d'affaires qu'elle fait au gym, probablement, en sparring. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de la voir appliquer ça, dans le fond, de voir comment elle peut bouger, comment elle place ses combinaisons, comment elle bouge. Je l'ai trouvé. Puis elle est spectaculaire, hein, avec ses ring walks. Puis il y a quelqu'un qui a sorti les stats. Ça a l'air qu'il y a des millions. Il y a 1 million sur TikTok, puis 1 million, je ne sais pas pour où, qui a vu son ring walk. Moi, TikTok, je vais là juste pour voir des recettes à la mode. Marie, j'avais-tu une question pour toi? As-tu une question pour moi ou tu veux Ça va revenir. J'avais une question, mais j'ai oublié. Je veux juste parler de. On peut parler de ça ici, qui a été annoncé. OK, vas-y. C'est ta question. Je vais essayer de retrouver ma question, puis là, je panique. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Moi, j'en ai une question pour toi. Taylor Serrano 3, ça te tente-tu ou t'es tanné? Ben, je sais pas, mais il me semble que. Me semble que Taylor en a assez fait pour pas qu'il y ait un 3 dans le deuxième combat. Je suis à la même place que toi. Moi, une trilogie dans ma tête, il faut idéalement, c'est un peu comme Beterbiev-Bivol, chacun a un combat de gagné, les scorecards étaient pas mal serrés, pas mal similaires. Là, j'irais avec une trilogie, même chose pour Taylor contre Cameron, où ils ont chacun un combat de gagné. Là, je comprends qu'il y a une trilogie pour départager, mais quand tu as 2-0, je vois pas l'intérêt. Même si c'est un combat, on sait que ça va être beau à voir. Tu as raison, mais il y a tout le temps des circonstances, là. Comme il y a eu des trilogies qui n'auraient pas dû avoir lieu, comme Pacquiao-Bradley, parce que Pacquiao se fait complètement voler au premier. Mais mettons que ça finit, des fois, tu peux être 2-0, OK, mais 2 split décisions, puis là, quand tu calcules... C'est ça qu'il y a eu? Mais c'est ça, fait que dans le fond, c'est juste qu'au deuxième combat, ça semblait vraiment être le combat à Taylor, Moi, je suis un peu mitigée. Je sais que ça va être un beau spectacle. Ça va être une belle carte. C'est une carte 100% féminine. Est-ce qu'il y avait des meilleures options pour les deux filles? Moi, j'aurais aimé ça voir une trilogie contre Chantel Cameron parce que c'est avec Taylor, parce que c'est vraiment 1-1. Il y a eu de la controverse sur le dernier combat. On se rappelle que Taylor a repris ses titres sur un knockdown qui n'en était pas un. Puis si ça n'avait pas été compté comme un knockdown, les scorecards auraient été différents. Je crois que ça mérite, que Chantel Cameron mérite vraiment sa chance d'avoir un troisième combat. Elle est patiente, elle attend. Elle est rendue championne d'intérim. Elle a fait ce qu'il fallait pour aller se replacer en arrière et ça tarde. Aussi, Serrano, ce qui me gosse, on va le dire de même, c'est qu'elle est encore propriétaire de 2 titres à 126 qu'elle n'a pas défendus depuis 2 ans.
Et ça commence à me déranger parce que ça bloque la division des 126 livres. Le WBA et le WBO sont un peu pris en otage et elle n'a pas l'intention de les défendre. Mais c'est comme si elle les tient comme un plan B, là. Ben, c'est normal. Je pense que l'athlète, il tient ses ceintures, mais c'est aux fédérations de mettre leurs pieds à terre. Moi, je suis tannée. Je suis tannée de voir ça parce que d'une certaine manière, c'est une forme de passe-droit. Il y a des associations. Une association peut être très rapide sur le piton pour un athlète, puis très lent sur un autre parce que cet athlète-là est très payant, il donne une bonne presse. On sait comment ça marche, hein? C'est l'argent compte, l'argent, la visibilité, la bonne presse, c'est important. J'aimerais quand même voir la division des 126 livres débloquée parce que les filles comme Sky Nicholson, comme Nina Menke, puis même des filles comme Caro Vert qui sont positionnées hautes, sont prises. Marie, permets-moi d'encore faire du millage sur ce que tu viens de dire. Sky Nicholson, dans 2 semaines, va affronter Tiara Brown. Je te le dis parce que cet après-midi, je réfléchissais à quelque chose, puis je me demandais, là, vous allez capoter à la maison, je me demandais, Eye of the Tiger, mettons, je faisais un classement des meilleurs promoteurs au monde, j'ai place où? Puis là, j'allais comme continent, quoi par continent, et là, je me suis mis à étudier l'Australie, OK? Puis c'est Lou DiBella avec Eddie Hearn qui s'en vont là le 22 mars prochain. Mais là, j'ai vu que la demi-finale puis les quarts de finale, je ne sais pas si c'était dans tes sujets ou parle-moi-en rapidement. Sky Nicholson contre Tiara Brown, puis Shernicka Johnson contre Nina Hughes. Fait que le rematch. C'est une grosse carte présentée en Australie. Ça va faire beaucoup de bruit, peut-être plus dans ce coin-là du monde, mais demi-finale, quart de finale, c'est de la boxe féminine. Il y a un petit gars de Eye of the Tiger, sa carte aussi, hein? Imam Katayev est sur la carte. Je ne parlerai pas de lui, on est en boxe féminine ici. Mais dans le fond, le rematch Shernicka Johnson contre Nina Hughes, c'est important parce que rappelle-toi, sur le premier combat, il y avait eu de la controverse parce qu'on avait annoncé Nina Hughes gagnante, puis l'annonceur maison s'était trompé. Puis elle avait fait une demande, une injonction, elle avait gagné son rematch. À l'inverse, pour Tiara Brown puis Sky Nicholson, Tiara Brown est l'adversaire mandatoire. Elle a fait un éliminatoire WBC pour être placée en arrière de Sky Nicholson. Elle a fait un combat, elle s'est placée mandatoire, mais le combat n'a pas été ordonné. Sky a simplement décidé de dire « Je me débarrasse de ma mandatoire tout de suite en défense optionnelle pour pouvoir peut-être partir sur une chasse à la ceinture unifiée après. » Qui tu penses qui pourrait gagner? Penses-tu que Tiara Brown a une chance, à ton avis? Non, mais tu sais pourquoi c'est vraiment bizarre, c'est que Tiara Brown, j'ai comme analysé sa fiche, OK? Puis vraiment une fiche gonflée, on lui a trouvé 18 victoires, là, genre elle affronte beaucoup de gens avec des fiches qui n'ont pas de sens, là. À mon avis, ça va être Tiara Brown, le build-up était spectaculaire. Si vous voulez voir de la chicane, là, c'est le temps là, d'aller voir tout ce qui s'est passé. Ah oui. Mais après une grosse marche, là. Non, mais Sky Nicholson, elle se fait rentrer dedans par Tiara Brown sans cesse depuis un an. Puis là, dernièrement, c'était pire. J'ai regardé sa fiche, là, il y a du 2,28, 0,7. Tu sais, on a gonflé ça à l'hélium, tandis que, tu sais, ton ami Sky, elle a eu des bonnes adversaires, là. Ils ont des Tiara Brown, c'est une meilleure boxeuse qu'on pense, mais elle va être trop lente pour Sky Nicholson, à mon avis, qui a un jeu de pied superbe. Sublime. Non, c'est sublime. Sky Nicholson a un des meilleurs jeux de pied en boxe féminine. Ça devrait être le titre de ton podcast, genre Marie-Ève Albert, elle focus sur le jeu de pied. Mais moi, j'aime ça, le footwork. C'est la chose que j'aime le plus, OK? Tu dois te dire, elle parle tout le temps de footwork, la maudite. Mais c'est parce que moi, je trouve ça, quelqu'un qui a un beau footwork, je trouve que ça lui donne tellement d'avantages. Ça la rend mobile, ça lui permet d'amener des feintes différentes, ça lui permet d'être solide sur ses pieds, de ne pas être déséquilibré quand elle reçoit en contre-attaque aussi. Tu sais, Sky, son jeu de pied, il est vraiment, vraiment beau. Elle est mobile, elle est solide sur ses pieds, elle est bien ancrée, elle sait utiliser ses jambes pour pouvoir propulser ses coups. J'aime beaucoup, beaucoup son jeu de pied et je ne crois pas que Tiara Brown va être en mesure. Tiara Brown veut la knocker. Pour commencer, avant de knocker quelqu'un, il faut que tu l'attrapes. Tu sais, moi, c'est comme ça que je le vois. Fait qu'on verra. Moi, j'ai vu Tiara Brown contre Gabriela Bouvier. Allons chercher un comparable avec Caroline Vert. Caroline a 1000 fois mieux fait que Tiara Brown contre Gabriela Bouvier. Mais t'as-tu vu, Marie? Mais t'as-tu vu, Marie, comment je suis bon comme animateur? Hein? Parce que tu venais de parler de Serrano qui lâchait pas les titres. Puis là, je t'ai amené dans Nicholson contre
Parce que dans le fond, Nicholson, elle peut pas unifier parce qu'elle est bloquée par Serrano. Fait que je t'ai permis de tout faire un lien. Là. J'ai un knockout que tu as vu, Elif Nour-Touran, qui affrontait Shauna Brown. Tu m'as texté, puis tu m'as dit Elif Nour-Touran. Tu m'as juste écrit ça avec comme des points d'exclamation. Là, puis j'ai fait oui, I know. C'était beau, ça aussi. J'ai trouvé ça beau. Elif Nour-Touran, sur une carte de Matchroom, il est amené comme côté B pour affronter Shauna Brown, une Irlandaise, qui. Ouais, c'était une surprise, ça, un peu, hein? Ben, c'est pas une surprise pour moi. Parce que moi, je savais qu'Elif Nour-Touran, en côté B, c'est pas un vrai côté B. Là. C'est une fille qui a de la puissance puis qui est solide dans sa boxe. Les Turcs sont très bonnes en boxe. Il faut faire attention. En Turquie, il y a un excellent programme de boxe amateur qui développe des filles qui sont très, très bonnes techniquement. Et ce programme-là commence à avoir des répercussions chez les pros. Le seul problème qu'on a avec la Turquie présentement, c'est qu'il y a beaucoup de filles chez les amateurs qui ne veulent pas passer pro parce que c'est trop payant de rester chez les amateurs. Ces filles-là sont des vedettes, ils sont commanditées, ils ont des bourses. C'est très difficile de passer de tout ça à, mettons, 2000$ pour un combat de 4 rounds. Moi, je l'ai compris à gens, mais ça, c'est une des premières choses que j'ai appris quand j'ai commencé à suivre la boxe. Je disais, hey, tu sais, pourquoi j'avais demandé ça à un expert? Pourquoi Steven Butler passe pro à 18 ans? Puis là, il m'avait expliqué que quand tu es cardé là, dans un pays, il appelait ça cardé, lui. Il disait, il y a des pays, même au Canada, tu sais, c'est peut-être 15 000, mais il y a des pays où si tu es cardé sur l'équipe nationale, tu as vraiment des gros avantages, puis quasiment une vie luxueuse. Là, tu sais, au Kazakhstan, si tu es celui cardé, tu n'as pas peur de la fin du monde, la fin du mois. Mais là, j'avais une question précise. Oui, vas-y. Est-ce qu'on fait encore un lien? Est-ce que tu vois Elif Nour-Touran au même niveau que Bomirichin ou Caroline Dubois? C'est la même catégorie de poids? Oui, puis non, c'est pas tout à fait. Là, elle s'est battue à 135, mais c'est une vraie 130, en vrai. Là, elle va faire un prochain combat sur 6 rounds qui est à 130 chez son promoteur allemand. C'est une Turque, mais elle se bat, c'est un promoteur allemand qui la met en scène la plupart du temps. Oui, Elif Nour-Touran n'est pas au même niveau que Caroline Dubois. Parce que Caroline Dubois, même si elle n'a pas fait le meilleur combat de sa vie le dernier face à Bomirichin, c'est une classe à part. Mais ça reste une fille. Mais ça y prend des adversaires. Mais Elif Nour-Touran, c'est la fille qui a de la force de frappe sur du 2 minutes. Puis ça, c'est payant en boxe féminine parce qu'on dit tout le temps, il n'y a pas de knockout, il n'y a pas de knockout. Elle peut knocker, puis elle knock en 2 minutes. Puis le knockout qu'elle a fait contre Shauna Brown, il était vendeur un petit péché, là. T'sais. Ça ferait que tu dises ça parce que là, je suis allé l'étudier après, puis tu sais, jamais de knockout. On dit ça qu'il n'y a jamais de knockout chez les filles. Elle a knocké 3 de ses 4 dernières adversaires au premier round. Tu sais, dont une fille qui avait 30 victoires, une fille qui en avait. Elle a de la vraie puissance. Elle a knocké du vrai monde. Là, elle, c'est une vraie cogneuse de puissance. C'est une vraie power puncher. C'est pas une fille qui va te knocker à force de volume. C'est une vraie power puncher comme on aime en voir souvent chez les hommes. Donc, ça, pour moi, je crois qu'on ne la verra pas longtemps chez son promoteur allemand. À mon avis, Matchroom a vu ce qu'il y avait à voir et ils vont la signer. Ça, c'est mon petit doigt qui me dit ça. Est-ce que ça va se réaliser tout de suite? Là, elle a un combat prévu déjà de 6 rounds chez son promoteur allemand sous peu, à 130 livres. Mais ça serait, moi, m'appeler Matchroom, après avoir vu ce qu'on a vu, les gens ne comprennent pas s'ils ne l'ont pas vu, le knockout, mais on peut le trouver là, sur Instagram, sur Google, sur YouTube, on peut trouver ça. Elif Nour-Touran, Shauna Brown, un knockdown plus un knockout, c'était fulgurant, là, c'était dur. Elle était maganée. Elle a dû avoir mal aux cheveux le lendemain, avoir mal à la face. Les tympans perforés, je ne sais pas, mais... Quand je prenais un coup, ma mère, elle me disait « t'as mal en dessous des cheveux ». Ouais, tu sais, ça ne devait pas être sympa. Le lendemain, mettons qu'elle avait mal à la face, là, je suis sûre, Shauna Brown. Puis Shauna Brown, c'était la favorite locale. Je me trompe-tu, Laurent, c'était un show qui était à Belfast? Oui, puis elle était favorite, oui. C'était une locale, c'est une Irlandaise. C'est pour ça que j'étais surpris, Jean. Fait elle était là devant ses fans, elle s'est fait humilier, dans le fond. Elif Nour-Touran l'a humilié devant les siens. Quand je regarde une carte de boxe, je mets tout le temps le hashtag sur Twitter, là, ce qui est nouveau X, et je regarde tout ce qui se dit. Fait que là, pendant, tu sais, entre les combats, là, quand il y a des longueurs,
Ben moi, souvent, en boxe féminine, j'ai pas les mêmes connaissances que toi ou les connaissances que j'ai en boxe masculine. Fait que c'est là que je fais mon match-up. Tu sais, là, je vais lire, je regarde qui a affronté qui, puis là, je me construis mon histoire en attendant que ça commence. Puis là, c'est là que je voyais tout ça. Tu sais. Puis là, je me dis, OK, Shanna Brown est favorite. Là, les gens Ah disaient, ouais. je suis pas sûr, là, on n'est pas sûr d'elle, on va voir ce soir. Puis là, Hey, même moi, là, je disais à du monde, c'est quoi, ils me demandaient c'était quoi mes prédictions. Puis moi, j'étais là, ben, ça va être serré, ça devrait être un combat qui va se rendre à la fin. Puis, tu sais, j'étais là, elle a des chances, Shanna Brown. Elif est bonne, mais l'autre a des chances, tu sais. Puis c'est parce qu'il faut comprendre qu'Elif, on la voit pas toujours faire des combats complets. Elle fait beaucoup de knockouts. Je me dis, si Shanna Brown peut l'amener, peut-être qu'elle va gaz out, qu'elle va fatiguer, tu sais. Mais non, clairement, j'avais sous-estimé Elif Nour Touran. Et tant mieux que je l'avais sous-estimée parce que cette fille-là va être à suivre. Elle peut devenir facilement une chouchou, surtout si elle apprend un petit peu plus l'anglais. Elle pourrait devenir une chouchou parce que son style de boxe est spectaculaire. Maintenant, c'est pas une grande technicienne. Là. C'est pas Caroline Dubois, c'est pas Béatrice Ferreira. Okay? La 135, là, c'est sûr qu'il y a de la compétition dans cette catégorie-là présentement, mais est-ce qu'elle pourrait faire des combats spectaculaires, intéressants, vendeurs? La réponse est clairement oui. Là. Tu ne peux pas faire des knockouts de ce type-là puis ne pas être intéressante à suivre. Je peux t'amener un sujet, peut-être mon dernier sujet avant quelque chose. Stéphanie Han, à 135 livres toujours, elle est allée chercher le titre WBA des légers. Elle affrontait Anna Terlep. Je peux-tu péter un plomb poliment? Ouais, vas-y. Je suis écœurée de voir des organismes de sanctions mettre n'importe qui sur des titres vacants. Je suis tellement écœurée, là. Oh, Laurent, excuse-moi, mais Stéphanie Han, c'est pas elle le problème. Stéphanie Han est une boxeuse intéressante, techniquement bonne. C'est la sœur à Jennifer Han. Elle a un background, c'est une famille de boxeurs. C'est pas elle le problème. C'est l'adversaire qui sortait d'un knockout, mais d'un knockout, là. Ils te mettent une fille qui vient perdre par knockout sur un titre vacant. Puis ça me dérange. Puis le knockout, là, c'était contre Chelsea Anderson. Je l'avais vu, ce knockout-là, puis vous pouvez tout le trouver si vous allez voir sur Google. Là. Honnêtement, là, c'est pas le même calibre de boxeur, là. Puis moi, ça me dérange un peu parce que... Mais il y a plusieurs... Il y a plusieurs, tu sais, nous autres, au Québec, on est habitués avec la régie des alcools, courses et jeux, surtout pendant les années de Michel Hamelin. Là, je le salue parce que c'est mon ami, à avoir beaucoup de rigueur. Tu sais, plus rigoureux, c'est ça. Ouais, mais aux États-Unis, il y a beaucoup d'États où ça fait aucun bon sens. Tu sais, j'ai un ami qui est matchmaker là-bas, vous savez probablement c'est qui dans le coin de Boston. Puis des fois, il m'envoie des galas, puis tu sais, c'est tous des 0, 0,9, 0,15. Tu sais, on a été choyés pour ça. Ça existe quasiment. Ça n'existe pas au Québec. Moi, ça me pue au nez de voir une finale de championnat du monde sur un titre vacant, puis que c'est un knockout au premier round. Au premier round. Ça m'ennuie. C'est la finale de la soirée aussi. Puis en plus, la finale de la soirée, tu sais, ça donne mauvaise presse à la boxe féminine, ça, là. Mais c'est quoi? Ça, c'est. OK, le gars qui est le promoteur de cette soirée-là, c'est Marshall Kaufman. OK? Oui, c'est King Promotion. Mais Marshall Kaufman a toujours été reconnu pour avoir beaucoup d'argent. Mais le matchmaker, c'est son fils, genre Travis Kaufman, qui a été un boxeur lourd, qui avait quand même du bon sens, genre, mais qui a été longtemps protégé par son père. Fait que là, on reste un peu là, à ça. C'est l'État. Mais en plus, c'est l'État du Texas. Tu sais, ça a eu lieu à El Paso. Elle était devant sa foule. Elle était devant sa foule. Ils ont mis un adversaire simple pour s'assurer qu'elle gagne. Moi, je ne pense pas que tu te sens valorisé d'avoir gagné ce combat-là. Après, c'était un réchauffement. Là, l'avantage qu'elle a, par contre, puis ça, c'est important, c'est qu'elle détient un titre à 135 livres. Et les autres championnes, tu as Terry Harper, tu as Béatrice Ferreira et Caroline Dubois. Donc, comprenons que c'est Matchroom et Boxer. Elle va devenir une denrée intéressante pour les unifications. Puis là, elle pourrait se faire... Là, elle peut attendre. Elle peut attendre puis essayer de faire monter les enchères entre Boxer et Matchroom. D'un bord, Caroline Dubois avec Boxer qui va vouloir l'affronter. De l'autre côté, Terry Harper / Béatrice Ferreira qui vont vouloir l'affronter. Parce que l'unification, c'est là maintenant. Là. Les 4 titres sont pris. C'est les 4 titres que Cathy Taylor avait avant, là, à 135. Donc, c'est là qu'elle est bien positionnée. Moi, si j'étais elle, là,
Je croiserais mes bras comme ça, puis j'attendrais le téléphone. Elle n'a pas besoin de défendre dans les 6 prochains mois. Elle peut faire une défense optionnelle, à moins qu'il ordonne un combat. Mais elle peut faire, à mon avis, ils vont lui autoriser une défense optionnelle. T'attends le téléphone. Call me baby. Ça va être ça, c'est ça. Parce que c'est comme ça que tu fais. C'est des unifications, là. C'est plus des petits combats. Tu peux faire monter, tu peux avoir dans les 6 chiffres, là. Aller chercher un combat dans les 6 chiffres. Si Boxer la veut pour Caroline Dubois, puis que Matchroom la veut pour Béatrice, elle peut dire, que le meilleur gagne. Offrez-moi de l'argent, on va voir. T'sais? On lui souhaite. Ça va être une belle année en boxe féminine, Laurent, cette année. Tu sais, on parlait tantôt, dans 2 semaines, on a Ryan contre Mayer 2. On a déjà Taylor Serrano 3 d'annoncer. On sait que Lauren Price, d'ici la fin de l'année, devrait être en combat pour Undisputed contre la gagnante de Ryan Mayer. On va avoir une carte 100% féminine au mois de juillet. On vient d'en avoir une au mois de mars. Tam est en lancée fulgurante avec MVP. Caroline Vert devrait boxer souvent sur Salita. Kim est rendue mandatoire. Leila Baudouin est classée. J'ai hâte de voir. Moi, je pense que déjà au mois de mars, comme ça, à la mi-mars, là, je peux te dire que ça va être une très, très bonne année de boxe féminine. Moi, je m'attends aussi, parce que tu as oublié de la nommer, mais c'est juste que c'est pas de ta faute. Moi, je m'attends à ce que Marie-Pierre Roule, on lui réserve quelque chose. On a fait 2 combats en 24 heures, 2 galas en 24 heures. Son nom n'est pas sorti. Je pense qu'on lui a probablement garanti une finale au casino. Marie-Pierre Roule a fait un commentaire intéressant sur ma page 120 secondes quand j'ai parlé du combat de Taylor Serrano 3. D'une certaine manière, elle a mentionné, puis d'autres aussi boxeuses ont écrit un peu la même chose. Ils ont hâte que ça bouge à 140 livres. Les opportunités à 140, ils ont hâte de voir quelque chose d'autre que Taylor Serrano, parce que ça monopolise tous les titres. Il n'y a plus de défense obligatoire. Fait que, mettons qu'ils passent ça au mois de juillet, je m'attends à ce qu'après ça bouge. Là. Il va arriver quelque chose. Est-ce qu'on a fait le tour des sujets? On a fait le tour des sujets, Laurent, puis on est dans nos temps habituels. Wow. On n'est pas pire. C'est vrai que j'avais même pas d'autre chose. Là. J'ai comme tout fait le tour. Moi, la curiosité que j'ai, c'est que j'ai hâte de voir, là, parce que on a avant. Non, mais peut-être on n'aura pas fait de podcast avant, je pense. On a Marie Spencer qui va affronter. On en parlera après au Gladys Suarez, combat qui avait été reporté. C'est toujours le fun, là, comme je te dis. Je m'attends à ce que la prochaine fois qu'on se parle, on ait une annonce pour Marie-Pierre Roule. Je m'attends à ce qu'on ait peut-être une date de combat puis un adversaire pour les là. Caroline Vert devrait revenir vite parce que aussi bien battre le fer pendant qu'il est chaud. Fait on a tout le temps des sujets. Caroline Vert, l'avantage avec Salita, c'est qu'ils ont une tonne de galas. Fait que c'est sûr qu'ils vont la replacer, là. C'est sûr qu'ils vont la replacer. Et Salita, by the way, chapeau, ils ont signé, ils ont 4 filles de signer présentement. Ça progresse. L'année passée, il y avait juste Clarissa Shields. Là, maintenant, ils ont Caroline. Depuis cette année, ils ont Caroline, Sammy Worthington, puis ils viennent de signer Ashley-Ann Lozada, l'Olympienne. À 4 filles comme ça, ça commence à être intéressant. On a MVP qui ont 4 filles, peut-être plus. MVP, ils recrutent, là, ils font grandir leur écurie. Moi, je trouve que de plus en ces promoteurs-là, présentement, sont en train de porter un peu la boxe féminine. Mais même Brioling qui a signé avec Marshall Kaufman, je voyais qu'il y en avait d'autres. Il y a Stéphanie Hahn, ils ont Brioling, il y en a quelques-unes. Mais tu sais, faut contrer un peu. J'appelle ça du contre-pouvoir. Hein? T'as Turkey qui ne met pas de filles sur ses cartes. Ça va en prendre qui vont en mettre sur des belles cartes. Ben le fait que ces promoteurs-là, présentement, ils vont chercher des filles, ils les mettent sur des galas, ils les mettent sur DAZN, ils les mettent sur Netflix. C'est pour ça que je dis que l'année va être belle, parce que je sens que l'année passée, on n'avait pas ce momentum-là. Puis là, tout d'un coup, il apparaît. Là. On va être gâtés. C'est ça. Fait que je vais te souhaiter un bon mois de boxe, puis on se reparle dans 3-4 semaines pour de plus amples. Là, Ryan Mayer va être passé aussi. Il va y avoir du beef. Il faut suivre ça dans les 2 prochaines semaines. On va surveiller ça. La merde à la va prochaine, tout le monde. Bye bye.